Ah, Joe, Ouais, tu es là? c'est toi? Ça va, fils? Piston. Comment Bien. vas-tu? Non, non, par là, je te dis. Ça va, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Oh bah écoute, Moi, ça tombe bien que tu sois là, toi. ouais, pourquoi? J'ai besoin de ta mémoire de mogadorien. Ah ouais? Ouais. Parce que depuis le temps que je suis ici, que tout le monde me parle des histoires anciennes, Oui. et comme tout le monde croit que je suis un vrai mogadorien, alors que je ne suis pas né ici. Mais tu as vécu plus que moi ici. Oui, mais je ne suis pas né ici, mon ami. J'ai pas vécu tout ce que tu as vécu quand tu étais gamin, toi. Oh, très peu. Et toutes si les histoires peu. qu'on a pu te raconter. Oui, mais si peu. Enfin. Oui, non, 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 je suis sûr que tu en as plein. Des balles. Bon, alors attends, je crois que j'en ai une. Ça tombe bien. Alors ça tombe bien parce que j'en ai une sur la parole, justement. Ah, ben, ça m'arrange bien, ça. Ouais, ouais. Oui. Alors tu sais qu'à Mogador, on habitait des maisons à la romaine. Et donc, il y avait des balustrades au premier, deuxième étage, et les gens voyaient comment ils vivaient. Mes grands-parents habitaient au premier étage, et je les voyais donc se mouvoir dans les couloirs. Et surtout, j'adorais quand le soir arrivant, parce que j'allais dormir entre mes deux grands-parents, sur ce grand matelas de laine qu'on appelait l'Ndarbat Souf. Et j'aimais aussi cette ambiance avec cette petite lampe qui tamisait la lumière dans la chambre et cette odeur d'antimite, de kafor. Et puis alors, je disais à mon grand-père, « Grand-père, papy, c'est l'heure de l'histoire, le haditha, le ma'assi. » Alors il prenait un air sérieux et il disait, « Kano makan », ça commence toujours comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il était, il n'était pas. En même temps. Alors oui, il y avait, il n'y avait pas. C'est un peu comme de la mécanique quantique. Ah oui. D'abord, Zabnadem, Uzamah, Torah. D'abord, est arrivé l'homme avec la Torah sous son bras. C'est-à-dire que les hommes avaient les mots, les sujets, les verbes, les adverbes, tout, mais ils n'avaient pas la ponctuation. Il n'y avait pas de virgule et de point. Mais Torah l'Aziza Diana, elle pense à tout. Elle a mis quelqu'un à côté du lecteur pour l'arrêter, pour lui le donner le temps de la respiration. Exemple, je vais essayer de te chanter, si je me souviens bien. زرقاء زاقف قاطون مهوبا قد ما أتناح ديبير. Le guide levait les bras, il le mettait à l'horizontale, et puis il faisait comme ça, pour arrêter. Alors le lecteur qui était censé comprendre quand est-ce qu'il devait respirer, cela le permettait de ne lire que la Torah. À part ça, il n'y avait pas d'autre histoire. Évidemment. Ah non, non, non. Les gens ne parlaient pas dans les villages, pas un son. Le premier qui s'essayait à parler, il est mort, étouffé parce qu'il n'avait pas de ponctuation. Il ne pouvait pas respirer parce qu'il n'avait pas le point. Donc, les gens mourraient. Ah, tu sais, la parole en ce temps-là, c'était pas du tout évident. Il n'était pas, jusqu'à ce qu'arrive un riche dans le village. Alors le riche, c'est un petit messie. Hein. Il est différent des autres, de tous les pauvres. Et dans sa sacoche, des fois, on trouvait toutes sortes de choses qu'il avait à distribuer. Mais cette fois, c'était quelque chose d'immatériel. Ce qu'il apportait était inattendu. D'abord, il montait un cheval blanc. Alors je me disais, peut-être que c'était un messie. Alors mon grand-père rectifiait immédiatement. La bnini, مسيح مسيزي فوق الحمار البيض مسي فوق العود البيض. Le messie doit arriver sur un âne blanc, pas sur un cheval blanc. Donc ce n'était pas le vrai messie. Mais on savait qu'il avait quelque chose dans sa sacoche. Il est venu avec la virgule, la respiration, nefs,
Alors on pouvait enfin faire des phrases. Mais le problème, c'est qu'on ne pouvait toujours pas s'arrêter. On faisait la phrase et les gens mouraient quand même. Ceux qui s'essayaient mouraient. Mais alors, qui prenait le risque de commencer une phrase? Tous ceux qui voulaient commencer, ils prenaient des risques énormes. Mais tu sais, fiston, il y a toujours des téméraires. Tu le sais bien, ce sont les téméraires qui sont allés à la découverte du monde. Et ces découvreurs, ce sont des pionniers. Et ces pionniers, il faut leur rendre hommage. Car ils sont morts pour que l'on puisse parler, hein, quand même, aujourd'hui. Hein. Alors, je continue, grand-père. أيوة كانوا ما كان احتاز واحد التازر بزلابية بيضاء رزة بيضاء فوق العود البيض. Mais oui, cette fois, si est arrivé un riche avec une djellaba blanche, un turban blanc sur un cheval blanc. Il est arrivé un riche dans le village, un autre. Alors c'est un messie. لا بنيني مسيح مسيزي فوق الحمار البيض مسي فوق العود البيض. هاد المرة جبت لكم في السكارة ديالي النقطة باش تريحوا سوينة تحصروا الهضرة. Et je vous ai apporté la virgule pour que vous puissiez parler, pour que vous puissiez enfin vous reposer, reprendre votre souffle. Les autres l'écoutaient et ils voyaient qu'il s'arrêtait et qu'il pouvait faire des phrases. C'est peut-être à ce moment-là que la polémique a commencé, que les gens se sont jetés sur la parole, sur l'essence de la dialectique, de la polémique. Alors, et donc, si j'ai bien compris ce que tu me dis, c'est que la parole, le débat et peut-être même la culture sont nés à Mogador. Eh oui, fiston, tout commence autour de Mogador. Ben, donc, si j'ai bien compris tout ce que tu dis là, on a le point, pardon, on a d'abord la virgule, on a le point, Oui. donc ça y est, tout est bon, on peut y aller. Ah non, le grand-père continuait. Non, non. واحد النهار جاو النصارى وجابوا معاهم النفس ونقطة فوق من النفس. Ah d'accord. C'est-à-dire, un jour sont arrivés les Occidentaux et ils ont apporté avec eux la virgule et au-dessus de la virgule, le point. C'est-à-dire le point-virgule. Ça devient vraiment très complexe. Hein. Ah, mais alors, qui peut utiliser ça? Oui, qui? Alors il me dit, Abnini, ماشي تسافر بزاد مولانا ماشي تمشي للإنجليز فرنسا وهناك ماشي تهضر بالنفس ونقطة فوق من النفس. Mais tu sais mon fils, tu vas voyager, tu vas aller en Angleterre, en France. Et là-bas, tu vas pouvoir parler avec le point-virgule. Le point sur la virgule. ودابا نعسبني. Et maintenant, dors mon petit. Et je commençais à fermer les yeux avec la perspective de la conquête du point-virgule. Bon, maintenant, mon cher Joe, que je te tiens, ok, tu m'en as raconté une bien bonne, maintenant, tu vas encore en raconter une autre, parce que là, j'ai pris goût et j'ai eu l'eau à la bouche qui me vient pour la deuxième histoire. Alors attends, j'en ai une autre. C'est ma rencontre avec mon cousin Henri. Ton cousin Henri à Becerra. À Becerra, exactement, qui parle avec O. Oui. Allez, Olo. Oui, oui. Alors, il a bien fallu partir à un moment. Donc, quitter la maison pour aller vers le car. C'était à côté, à pied, donc ma grand-mère s'est traînée derrière nous pour nous accompagner, donc. Et j'étais très attaché à elle. Donc, j'étais
excessivement peiné. Et quand je suis monté dans ce car, je me suis assis à côté du chauffeur. Je me souviens très bien de lui. C'était un Corse qui parlait parfaitement l'arabe avec un accent juif. Ouais. Ah oui, formidable. Et je me disais, voilà encore un personnage que je vais quitter. Le car démarre et on longe la mer. Évidemment, Mogador, c'est la mer de quelque côté qu'on soit. Le regard se porte toujours vers la mer. Et à un moment, le car bifurque à gauche et s'enfonce vers la terre. Et je ne vois plus la mer. Je ne pouvais pas imaginer que l'on puisse vivre sans elle. Et sans les sardines. Oh là. Tu sais que j'étais un glaneur de sardines. À Mogador, bah oui. Et oui, ça fait partie des Bah, nécessités quotidiennes. Bah oui, parce que la tradition voulait que quand le sardinier arrivait au port, on remplissait les cales d'eau pour que les sardines flottent. Donc le pêcheur remontait son pantalon pour en faire un short, et puis il plongeait un panier d'osier, donc plein de trous évidemment, et puis il le jetait à un deuxième, et un troisième salait les sardines que l'autre avait jetées dans la caisse. C'était le bon temps, ça. Ah, il y avait des Où il y avait sardines. beaucoup de sardines. Oui. Aujourd'hui, ça arrive dans des caisses rangées. Eh oui, et alors, ça veut dire que pendant le voyage du panier, de la cale, jusqu'à celui qui récupère, il y en avait qui tombaient. Bien sûr. Et il arrivait une ou deux sardines tombent. Et donc, les enfants couraient avec leur petit panier et on ramassait les sardines. J'arrivais comme ça, avec une quinzaine de sardines à la maison, que j'apportais fièrement pour le déjeuner. Donc, et donc, ça, je te raconte un peu ma petite vie de glaneur. De pêcheur. Mais maintenant, je suis dans le car. Et à ce moment-là, le chauffeur s'énerve et dit « Ya baraka min l'bka, yallah, ad-drari, baraka min zib, kulu si ka'ka. Ou يدوز لكم هاد الغبينه ماشي توالفوا دابا ماشي نمشيو للدار البيضاء هاني خليوني ماشي نقود هاد الكار. » Ouais, il parlait vraiment avec l'accent juif. Ça, c'est le Corse. C'est le Corse. Merveilleux. Magnifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Parce que comme on pleurait tous, on avait quitté notre grand-mère, notre maison, etc. Il dit, ça suffit de pleurer maintenant. Allez les enfants, arrêtez. Mangez des couronnes, ça va vous passer. Vous allez vous habituer. On va à Casa maintenant. Vous me laissez conduire, hein? Donc on se calme. Le chauffeur avait fait plusieurs fois le chemin. Il connaissait l'autre face. C'est-à-dire qu'il était habitué à... Il était habitué à faire ce chemin, donc il savait ce qu'il y avait de l'autre côté, à l'intérieur de la terre. Il avait exploré la terre sans la mer. Et je regarde le chauffeur, je l'admirais en quelque sorte, parce qu'il savait aussi conduire à l'intérieur des terres. Moi, je connaissais que le bord de la mer. Je l'ai fixé jusqu'à ce qu'on arrive à Casablanca. Je lui ai lancé un dernier regard parce qu'il allait, lui, retourner à Mogador. C'est là à Casablanca, donc, que j'ai retrouvé mon cousin Henri. Je l'admirais parce qu'il portait des pantalons alors que moi j'avais toujours un short. À Mogador, tout le monde avait des shorts. J'avais un short et puis des godillots. C'est une grande ville. Oui, et surtout un béret. On monte dans le bateau et là, le monde bascule. C'est-à-dire, on change parce que à l'école Alliance, quand on nous parlait de la France, on avait des petits livres qui l'illustraient avec des petits personnages qui portaient des bonnets et des maisons dont les cheminées fumaient. Et je sentais bien que c'était une vraie révolution. Hier ne ressemblerait plus jamais à demain. Et voilà
que nous sommes pendant 3 jours en mer, Henri et toutes les 2 familles réunies, les Abessera et nous. On arrive à Marseille, on prend le train, on s'arrête à Lyon. Mon oncle qui nous accompagnait, parce que nous étions 2 familles, donc, comme je le disais, c'est-à-dire les parents d'Henri et nous-mêmes, n'avaient pas lu les panneaux. Normal, à l'époque, on les accrochait au train. Il n'y avait pas d'écran. Indicateur avec des horaires, etc. Et voilà que le train nous file sous les yeux. Mon oncle nous déclara, mais d'abord d'une manière parfaitement naturelle, « Mais علينا التران هاد البلاد اللي ترانت ما تيتسناوش الناس. » Le train nous a ratés en nous laissant sur le quai, les bras ballants. Mais qu'est-ce que c'est que cette ville qui laisse les voyageurs sur le quai? Alors on a dû passer la nuit dans la salle d'attente jusqu'au lendemain matin, où on était arrivé à Strasbourg. Et où effectivement, il faisait très froid. Oui, mais Joe, vous êtes arrivé à Strasbourg, le froid, mais vous aviez ce qu'il faut, vous étiez bien couvert. Vous aviez ce qu'il fallait pour se protéger du froid quand même, non? Oui, pour couvert, on était couvert. Ah, d'accord. Sauf que ma tante Rachel, la mère d'Henri, était très inquiète parce qu'elle avait peur pour les oreilles de son fils, d'Henri. Elle a peur qu'il attrape des otites. Alors elle lui avait dit Abnini, messi تلبس هاد القرة وتخطي ودنيك بها. Mon fils, tu vas porter cette casquette et bien mettre les oreillettes et bien attachées. Tu dois jamais la quitter. Dormir avec parce que je ne veux pas que tu attrapes le mal méchant, c'est-à-dire le mal méchant, c'est le marad al-qabih, c'est-à-dire la tuberculose. Ah, c'est ça que ça voulait dire. Eh oui, le marad al-qabih, c'était la tuberculose. Aujourd'hui, bon, on le dirait d'une autre maladie. Alors, Henri est allé à l'école, comme ça, avec sa casquette. Nous étions dans la même classe. Et lui, il l'a gardé en toutes circonstances, enfermé. La maîtresse lui a demandé... Un bon fils. Hein, c'est un bon fils, il a écouté sa mère. La maîtresse lui dit, mais Henri, mais pourquoi tu n'enlèves pas ta casquette? Alors il lui a répondu, parce que maman a peur pour mes oreilles. C'est ainsi qu'Henri a écouté sa mère, mais n'a pas entendu la maîtresse. Et donc le soir, il rentre à la maison et sa mère lui dit, Abnini talmti si haza al-yawm, mon chéri, tu as appris quelque chose aujourd'hui à l'école? La maîtresse avait enseigné une fable, une récitation, genre de La Fontaine, tu vois. Donc Henri, à travers sa casquette fermée, avait entendu cette même fable, mais comme il pouvait l'entendre. Et cela a donné un peu comme le poème de Lewis Carroll. Donc, alors, ça donnait ça. Il brilguait, slictueux, mimeux étaient les Borogoves et la molle me rase, hors grippé. Mon fils, prends garde au jabre-broc, évite aussi l'oiseau jujube et le fumieux bandagrippe. Saisissant son glaive Vorpol, il chercha longtemps cet ennemi Manscar. Enfin, arrivé devant l'arbre fort, un deux de son épée Vorpol, il l'outreprit. Tout mort, il le décapita et rentra galonfant. Mon fils, tu as tué le jabre-broc dans mes bras. Calot, calé, cortula-t-il, ravi. Faisant suite à la demande de sa mère, il répéta le plus fidèlement du monde ce qu'il avait entendu. Et donc, à la fin de l'incompréhensible incitation, sa mère lui dit « Tanti abnini drial Francis. Ana farhana bzaf. » Mon fils, tu as vite appris le français, je suis très très contente. Et c'est comme ça que le malentendu a commencé. Oui, mais dis-moi, ce Henri, là, avec sa casquette, qu'est-ce qui est devenu après, à force de ne rien comprendre, de ne rien écouter?
Pas écouter, il a écouté, mais ne rien comprendre vu qu'il avait toujours les oreilles bouchées. Il a fait quoi après? Henri a dû émigrer en Californie. Ah oui, ça a été l'obligation pour lui d'émigrer. Pour apprendre une autre langue, parce qu'il fait chaud là-bas, il n'avait pas besoin de mettre des oreillettes, et pour se faire enfin comprendre. Parce que là-bas, donc... Il parle encore français, Henri Oui, il parle français. Lui qui croyait avoir appris le français, il disait qu'il avait appris, qu'il parlait français. Bon, mais tu connais la blague, hein. Il croit qu'il parle français, mais en fait, il parle une autre langue. Et alors, et surtout, sa mère n'a pas pu le suivre aux États-Unis. C'est pour ça. C'est comme ça qu'il a appris à apprendre. Alors qu'il était dans l'avion, sa casquette toujours vissée sur sa tête, s'apprêtant à quitter la France pour les États-Unis, les derniers mots qu'il entendit en français étaient ceux de l'hôtesse de l'air, faisant ses annonces à bord de l'avion censé le mener vers Los Angeles. À jour, mesdames et messieurs, le quémandant et son culage sont prêts de vous cueillir à bord de cette ombrelle de la panier fiance. Nous tendrons Los Angeles, notre nation, dans 13 heures, et minutes, nous vous triturons un bien vol. Henri, jusqu'à la fin, n'a donc jamais su parler ni compris le français. Arrivé à destination, son premier geste fut... d'enlever la casquette. Oui, voilà, car il faisait très chaud là-bas. Et Henri a de nouveau, enfin, entendu, pour la première fois, une vraie langue qu'il comprendra correctement et qui lui permettra enfin de communiquer. Bon, mon cher Joe, tu m'as gâté avec de belles histoires. Le problème, c'est que maintenant, tu es condamné à me raconter encore une troisième histoire. Mais t'es insatiable. Insatiable, et je pense qu'il y en aura beaucoup plus que 3. Mais là, je te fais grâce. Bon, alors, une dernière pour aujourd'hui. Aujourd'hui, s'il te plaît. Hein. Bon. Alors, tu sais que lorsque j'ai reçu mon premier béret, après que ma teinte est poussée. Non, est atteint ses dimensions sa taille normale. Définitives, hein, parce qu'on n'allait pas acheter des bérets tous les 3 mois. Donc, ma grand-mère décida qu'elle pouvait m'emmener à l'épicerie. C'est-à-dire que pour elle, j'étais censé rentrer dans un lieu sacré. Hein, parce que elle était impressionnante, cette épicerie. Alors, c'est l'endroit, surtout, où l'on vendait du beurre romé. En référence à Rome. C'est quoi le beurre romé? C'est Rome, c'est-à-dire l'Occident. Au contraire de bledi, qui vient du bled. Donc, ensemble, le beurre européen, le beurre de l'ailleurs, le beurre que mangent les riches. Bien enveloppé, avec... d'accord. Les riches, les nantis, les modernes, les gens à la mode. Bon. Alors, en effet, pour mamie, ce béret était le dernier détail vestimentaire qui faisait de moi le petit bonhomme qui pouvait aborder les endroits chics. Avec toujours des shorts, bien sûr. Shorts et godillots. Ah bon? Évidemment. Tu me rassures. Alors, c'était une épicerie toute de bois sculpté, de style anglais, avec, on y trouvait quoi, des camemberts disposés sur des tables. Ah oui, sur des tables rondes, à l'entrée, des petits fromages suisses. La fameuse boule rouge, tu te rappelles? Ben oui, je la mange encore. Ce fromage hollandais, hein, avec... Et les dames. Hein? Les dames. Un genre comme... Non, mais la rouge, non, elle avait un autre nom. Et puis le fameux chocolat en lait, le Cowbell. Oui, bien sûr. Cowbell. Évidemment. Mais aussi le fameux Zit Sango. Alors pourquoi Sango, Sango en langue locale, ça veut dire l'huile sans goût. Au contraire de l'huile en bouteille. Hein, et non pas au verre, hein, parce qu'au détail, au verre, 20 centimes d'huile dans un verre. Donc, elle tranchait avec l'huile d'argan et d'olive, ces matières grasses puantes pour l'époque, hein, devenues aujourd'hui inaccessibles aux modestes. Ah ouais. Aujourd'hui, les temps. L'huile d'argan, il faut être riche pour l'acheter. Donc, toujours dans l'épicerie, à gauche,
en habit traditionnel, c'est-à-dire djellaba et chéchia noir, est assis contre le mur Joseph, le frère du propriétaire de l'épicerie, M. Bouzaglou. Il salue chaque Elle se client. trouvait où cette épicerie? Au début de la rue Koutol, à Mogador. Bien sûr. Ouais. Alors, le Kotel. Oui, c'est ça, Derb Koutol. Kotel. Il y a un équivalent de Joseph, frère de M. Bouzaglou, dans tous les magasins de Mogador. Quelqu'un qui est assis à l'intérieur quand il y a de la place, sinon dehors. Une question. Koutol, c'était le nom de quelqu'un, non? C'était le nom de quelqu'un. Il avait repris le nom de quelqu'un. Absolument, c'est vrai. Ouais. Et donc, on l'a toujours appelé Koutol. Et on appelait aussi la rue, qui était la rue Charles-Brouin, on l'appelait la rue Koutol. Donc, je disais qu'il y a toujours des gens assis, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Des inactifs, des fatigués, qui participent aussi à la vie. Ils disent toujours des mots tendres. Ils sont prêts à entendre tout ce qu'on leur dit. Ils font partie du paysage. Oui, mais blafleus, hein. Blafleus. D'accord. Gratuitement. Ils ont un avis sur tout. Ils commentent la météo également. Les petits événements. Car à Mogador, même les événements sont petits. Justement, un homme s'approche de Joseph. Son nom est Melkiel. Joseph. Ken Sikhbar. Quelles sont les nouvelles? Melkiel. تعرف سلطانة دي ساكنة تحت القوس في قاع الدرب. Tu connais Sultana qui habite sous le porche au bout de la rue? Oh, ما نعرفهاش. Mais bien sûr que je la connais. Melkiel, il dit عرفتي بس تصوتي لها السخينة ديالها في الفران. Tu es courant que cette dafina a brûlé au four? Mais c'est un événement. Sacrilège. Ben oui, c'est un événement. Et Joseph qui lui répond غير ديالها? Juste la sienne? أو الآخرين؟ لا غير ديالها. Les autres, non. Elles n'ont pas brûlé. Alors Joseph lui dit هي ما عملتيش فيها الماء. Alors elle a oublié de mettre de l'eau. ملكيال نهار السبت مساكن فطروا بالخبز واتاي. Tu te rends compte, les pauvres, le samedi, ils ont déjeuné avec du pain et du thé. Joseph, Assakhor, quoi d'autre? D'autres nouvelles? Melkiel, Martkhai, تعرف Martkhal بالبسكليتة, c'est Mardoché qui a le vélo. Eh ben, tahmel bsicleta. Il est tombé de la bicyclette. Alors Joseph, il dit, ah ben, grand événement. Joseph, Foukasta. Sur quoi il est tombé? Miskin ala ktafou, le pauvre sur ses épaules. Joseph, ah ou le bicycleta? Et alors, et la bicyclette? Ah, là, le frein, taouz là, le frein. Le frein s'est tordu. Et tu sais que le patron de l'épicerie, M. Bouzaglou, il ressemblait à un épicier anglais. C'est un véritable anglais de Mogador, hein, 100 ans. Moustache et tout. Petite moustache, oui, petite lunette ronde, cerclée sur une tête chauve, bien lisse, une blouse blanche impeccable. Et à ses côtés, derrière le comptoir, se tenait sa nièce, Marie, toujours souriante, et qui ne devait jamais fouler l'espace où évoluaient les clients. Marie, elle va à l'école Alliance. Elle est dans les grandes classes, avec ses grandes nattes attachées par de larges nœuds papillons, tu vois. Moi, elle me faisait penser, tu sais, au personnage de la levure alsacienne, tu sais, les sachets roses. Bien sûr. Moi, je croyais que c'était elle. Hein. Enfin, ah oui, avec des grandes oui, nattes. qu'on avait. Bon. Alors, elle est timide, elle craint son oncle. Bent Nas Omswaba, c'est-à-dire c'est une fille de famille et polie, à la mogadorienne. Alors, c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris que mamie a eu raison d'attendre. Tout cela était trop fort pour un petit garçon comme moi. Surtout qu'il fallait bien se tenir dans ce décor.
Jacob. Jacob, c'est un employé. Il vient à notre rencontre, saroual au-dessus des genoux, découvrant des mollets saillants de marcheurs, parce qu'il livrait aussi la marchandise. Et chécha noire, tu sais? Ah ouais. Mais tu sais comment elle est, la chécha noire? Oui, mais elle est posée de côté. Et ah oui, par miracle, elle tient. Hein, par miracle, hein. Pas tout à fait par miracle, parce que le crâne des Juifs, il s'est déformé afin de recevoir la chécha. Bon, il a creusé un cercle, tu vois. Un cercle s'est creusé sur le côté droit pour retenir l'éternel chécha. Alors, Jacob demande à mamie ce qu'elle veut. Jacob, ashabti ya dada. Parce que ma grand-mère s'appelle Aïda, mais en arabe, c'est dada. Ashabti ya dada. Dada lui dit, là, reçoit zbda roubia. Bas yghir sfra le liyed diali. Non, je voudrais, tu sais, en langue mogadorienne, c'est-à-dire le langage rétréci, adapté à la géographie de Mogador. Non, je voudrais juste un peu de beurre pour le petit déjeuner de mon petit-fils. Jacob, Kaina, moi je dis da. Et il nous fait signe de le suivre. Alors je jetai un dernier coup d'œil en direction de Marie. Mamie me traîna. Et nous nous retrouvâmes derrière Jacob qui marchait comme un canard. Et sa chéchia ne tombait toujours pas grâce à son deuxième crâne. Nous longeâmes un long couloir. Au rayonnage de bois, toujours. Couleur noisette. C'était si grand que ça, cette boutique? Elle était peut-être pas grande, mais moi, elle me paraissait immense. Tu sais, ce bois couleur noisette et odorant, et plein de produits anglais, du jam, c'est-à-dire jam en dialecte local de la confiture, les kicks, des biscuits, parce qu'à Essaouira, on parle anglais. Hein. Oui, pour les rideaux, on dit cortinat, pour secrétaire, on dit skitirio, bref. Alors, j'ai fait glisser ma main donc sur le bord arrondi de l'étagère, en touchant de temps en temps une boîte de thé, faisant teinter les bouteilles de sherry et pastis avec mes doigts, car ce couloir qui menait au beurre était très long, très très long. Il me paraissait long. Et puis à un moment, le couloir s'éclaircit. Jacob ralentit le pas, je l'imitais, et mamie aussi. Ce fut un choc. Son éminence était là, en mode sous une cloche. Au-dessus, il y avait une coupole de verre qui diffusait une lumière zénithale, éclairant la motte de beurre et ses alentours. Jacob grimpe 2 marches pour soulever la cloche. Il prend un long couteau et demande à grand-mère combien elle en veut. Grand-mère en arabe. Un tout petit peu. Un petit peu pour mon petit garçon. Alors, je tenais, moi, la petite main ronde de mamie, lorsque Jacob, perché sur sa marche, attaque le beurre avec son long couteau froid. Quel blasphème! Pour un si noble beurre, et après un si long voyage, se faire trancher sans ménagement, sans la moindre prière. Désolé pour cette nécessaire cruauté. Cela ne m'étonne pas de Jacob. C'est un profanateur, hein? Combien de fois le mzrob, le salopard, je l'ai vu transporter du pain, du chametz à Pessah, b'lpskleta, à vélo, pour aller le livrer au quartier des villas. Tu vois où c'est? Très bien. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là. Et il n'a pas peur des péchés, hein, ce rachat, ce mécréant. Alors, puis, nous reprîmes le couloir dans le sens inverse en direction du comptoir. Une dame coupe le chemin de Jacob, l'interrompant dans sa marche, refusant d'attendre son tour. Elle lui demande du coroflo, du chou-fleur. Oui, chou-fleur. Tu connais, hein? Bien sûr, c'est de l'anglais. Cauliflower. Cauliflower. Madame Rina, elle s'appelle.
كاين كوروفلو. Jacob lui répond ما عندناش كوروفلو. هنا حانوت الرومية. Jacob s'énerve en citant tous les produits européens. كاين اتاي الكحل السراب الحلو السرديل في الكواست السكلاط والفانيد الروميين اللوبيا في 3 الزاز الزلبان في الزلبين هنا ماشي في الملاح. Alors madame Rina elle s'énerve. Madame Rina تتشيك عليا انتينا غير ملاحي. Jacob lui répond hein je vais te montrer d'où fait pipi le poisson. Moi, je sais que ton mari t'a emmené au tribunal pour ta mauvaise dafina. أنا عرفت بس رازلك عباك العنديين على ديك السخينة المسخة ديالك. Et ce n'est pas son style de faire des daffes onctueuses, il lui dit. ما عويدهاش السخينة المعلكة. حنا الناس مصوابين بلاد الزبدة الرومية هنا. Ici nous sommes des gens polis, nous sommes des gens bien. C'est le lieu du beurre romé de l'Occident. Hein? Alors pour comprendre une chose, c'est-à-dire que je rappelle, hein, à Mogador, un homme doit à sa femme 3 choses. La nourrir, la vêtir et la réjouir. En contrepartie, de quoi elle doit réussir la dafina. Ah, ça, c'est l'unique raison. Ah ben oui, d'où la connaissance des juges rabbiniques obligés qu'ils sont d'entrer dans la subtilité de sa confection. Conseiller à la femme de mettre une date à la place du sucre, ne pas la noyer d'eau, mettre de la tahmira dans le blé. Il n'y avait pas d'autre conflit, hein. On était obligés de s'aimer. Sinon, où aller entre la mer et la langue de sable. Et on s'aimait, hein. Ah oui, je pense. Oui. Jacob reprend. Et puis tais-toi, on est dans une épicerie anglaise. Elle insiste. Pour qui tu te prends? Jacob lui répond. Tant qu'il a le beurre dans les mains, il ne peut pas prendre de risque. Il ne peut rien faire. إلا طاحت الزبدة إلا تقلبت البردة بحال إلا تقلبت البردة على السواري. Si le beurre tombe, c'est comme si l'âne tombe sur les sacoches. Rien n'a bougé depuis notre voyage au pays du beurre. Joseph, le frère de M. Bouzaglo, donc son aîné, épuisé, salue toujours les clients. Tu sais, des fois, il touche un peu ses chiens. Ouais, tu sais il tient toujours, bien sûr. Oui, il fait comme ça, il le bouge. On n'abandonne jamais son frère à Mogador. Forcément, il n'y a pas de maison de retraite. Je veux dire, on s'assume tous. Tout le monde est responsable de tout le monde, n'est-ce pas? Alors, Melkiel est toujours là pour évoquer les nouvelles avec Joseph. Melkiel. Le temps est couvert aujourd'hui. Il y a un petit peu de brume, oui. Oui, il va y avoir beaucoup de sardines aujourd'hui. Mais si la mer d'huile et la plage sans vent. Joseph. Souera, Blarih. Le paradis. C'est vrai.